Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, Maud Frappa, responsable animation et formation de la ferme pilote du groupe Carré. Donc bienvenue pour ce premier épisode de notre web série euh, du groupe Carré. Donc le but, c'est de faire un webinaire d'1 heure sur un sujet pour tout essayer de comprendre sur ce sujet. Donc le premier épisode du jour, donc en partenariat avec l'Allemand, sur limiter l'impact des stress hydriques dans un contexte de changement climatique. Tout au long du webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit dans la conversation. Si c'est des questions qui sont en lien direct avec le sujet du moment, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et sinon, il y aura une séquence de questions-réponses à la fin, où on reprendra toutes les questions auxquelles on n'aura pas encore répondu. Alors, pour ce sommaire, pour ce premier webinaire, donc dans un premier temps, donc on fera une courte introduction sur le sujet, essayer de comprendre rapidement qu'est-ce qu'un biostimulant et qu'est-ce qu'on englobe justement dans ce mot. On va essayer de vous expliquer un peu comment le groupe Carré se positionne sur les biosolutions. Ensuite, donc, ce sera l'Allemand qui prendra la parole. Donc, chez l'Allemand, on a plusieurs personnes qui sont présentes autour de la table. Donc, on a déjà Caroline. Enchantée, du coup, Caroline Warlop de chez l'Allemand. Je m'occupe de l'animation terrain dans les Hauts-de-France et le nord de la France, tout simplement. Ensuite, on a Mélanie qui est avec nous également. Bonjour, donc Mélanie Saunier, je m'occupe de la partie plutôt commerciale sur la zone nord et nord-est avec Caroline. Et pour finir, on a Thomas. Bonjour à tous. Donc, je suis agriculteur dans le nord de la France, Hauts-de-France. Donc, c'était pour parler de mon expérience avec les biostimulants. Merci. Voilà, et pour finir, on reprendra la main pour vous expliquer un peu la suite du programme concernant ces webinaires. Merci Maud, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Touchet, directeur innovation au groupe Carré, responsable au niveau de la ferme pilote. Et donc je prends la main pour faire un peu de pédagogie sur les biosolutions, biocontrôle et biostimulants. C'est vrai qu'au niveau du groupe Carré, c'est un des axes qu'on veut travailler, la pédagogie sur ces produits. Et donc, vous rappelez qu'on parle souvent de biocontrôle et de biostimulants. La principale différence, c'est que les biocontrôles travaillent sur les stress biotiques, c'est-à-dire les stress que peuvent percevoir les plantes par rapport à des ravageurs, des maladies ou des adventices. Et les biostimulants s'attaquent au stress abiotique, donc non vivants, principalement des stress thermiques, des stress hydriques ou oxydatifs, qui impactent une bonne partie des performances des plantes. Donc, les familles des biostimulants ont plusieurs actions. Il y en a qui travaillent plutôt sur l'appareil aérien des plantes et les activités de photosynthèse. D'autres vont travailler sur la stimulation de l'appareil racinaire, notamment pour accroître son développement. Et d'autres produits peuvent agir sur la stimulation de l'activité du sol directement, qui doit aider la plante à mieux disposer notamment des nutriments ou d'activités métaboliques associées. Aujourd'hui, l'axe principal, c'est comment les biostimulants peuvent aider à réguler la tolérance au stress abiotique et notamment les stress hydriques dans un contexte de changement climatique. Vous rappelez que les biosolutions en agriculture, c'est différentes familles de produits. Donc, on peut retrouver des algues, des micro-organismes. On peut donc des matières issues du vivant, des extraits de plantes. On peut retrouver des substances organominérales comme des poudres ou des acides humiques et fulviques, qui sont des composants qu'on retrouve dans l'humus. Et enfin, des substances organiques de synthèse, notamment des acides aminés, que l'on retrouve assez souvent. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser des biostimulants en tant qu'agriculteur? C'est sécuriser ses performances agronomiques, donc les maintenir ou les améliorer. C'est travailler à limiter les impacts sur les écosystèmes des produits de synthèse. C'est optimiser la gestion des intrants, notamment dans les contextes assez tendus qu'on connaît actuellement sur le marché des engrais ou la régulation des ressources en eau. Et c'est accompagné des démarches d'amélioration des pratiques environnementales comme la haute valeur environnementale ou l'agriculture biologique. Alors au niveau du groupe Carré, on est très engagé sur les biosolutions, d'ores et déjà depuis 2015, puisque la ferme pilote qui pratique l'agroécologie performante expérimente de manière continue ces produits depuis déjà maintenant 7 ans. On a renforcé cette année notre implication sur les expérimentations, sur les tests de produits de biosolutions, puisqu'on a 57 produits testés sur cette campagne sur 6 cultures.
Et nous souhaitons accompagner nos agriculteurs clients dans une sélection des fournisseurs. Donc, c'est une relation de confiance qu'on établit avec eux, donc déjà avec 15 fournisseurs référencés. Ensuite, sur l'accompagnement en conseil terrain, donc la montée en compétence de nos technico-commerciaux de la même manière qu'ils le sont sur les autres produits que nous avons à la gamme, avec un parcours de formation interne spécifique. Un suivi réglementaire précis, puisque vous savez que sur ces produits, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais la réglementation est assez évolutive et précise entre les produits qui sont normalisés, qui ont des normes engrais, certains qui ont des autorisations de mise sur le marché, donc pour que toutes les informations soient claires à nos clients là-dessus. Et enfin, une gamme de produits correspondant aux différents besoins est disponible en stock. Donc, pour démarrer et rentrer dans le sujet aujourd'hui, vu qu'on est sur le stress hydrique, c'était reprendre quelques éléments qu'on a travaillé ensemble avec l'Allemand sur le contexte du changement climatique dans les Hauts-de-France. Donc, deux éléments. L'état des lieux sur le climat passé. Qu'est-ce qui est déjà en cours depuis quelques dizaines d'années et qu'on a suivi au niveau des Hauts-de-France, principalement avec un observatoire qui s'appelle Oracle, l'Observatoire régional sur les effets du changement climatique en Hauts-de-France, une démarche pilotée avec Météo France, les chambres d'agriculture et différents acteurs des filières, et qui a pour objet de recenser assez finement les impacts du climat et les impacts du changement climatique sur les productions agricoles régionales. Quelques éléments à retenir. Depuis une cinquantaine d'années, on augmente de 0,3 degrés par an la température moyenne annuelle par décennie. Donc, au bout de 50 ans, vous faites vite le calcul, ça fait 1,5 degré, ça va assez vite. Les précipitations sont très légèrement à la hausse, mais le point plutôt à retenir, c'est la forte variabilité qui a toujours été présente, mais qui s'accentue. Et des tendances assez marquées, c'est plus à 10 à 20 jours en fonction des endroits de la région sur les jours estivaux, donc des températures de journée supérieures à 25 degrés, et une augmentation de l'évapotranspiration, forcément en lien avec ces températures, de 15 à 30 mm entre 1959 et 2015, donc depuis aussi là une cinquantaine d'années. Voilà les principales tendances et les projections sur lesquelles on peut s'appuyer, qui, elles, s'appuient sur des modèles qui sont utilisés dans le cadre des travaux du GIEC et autres. Au niveau de la France, on a la chance d'avoir un outil qui s'appelle DRIAS, qui est disponible sur Internet et qui vous donne un certain nombre d'informations de projections climatiques, notamment pour l'agriculture, à différentes échelles. Ce qu'on peut attendre entre maintenant et 2050, on n'a pas souhaité aller beaucoup plus loin, c'est déjà suffisamment impactant, c'est plus 1 à 2 degrés de température moyenne annuelle. C'est des pluies un peu plus importantes en hiver, de l'ordre de 10%, ça c'est ce qui se trame sur le nord de la France, mais par contre moindre en été, de moins 10 à moins 20%. Et aussi des phénomènes de pluie extrêmes, c'est-à-dire les pluies qui vont dépasser 20, 30, 40, 50 mm, qui risquent d'être plus intenses, donc plus concentrées. Donc pour notre région, c'est une question supplémentaire sur les risques d'érosion qu'il faut qu'on ait en tête. Autre élément, des températures plus hautes en été et des vagues de chaleur plus fréquentes. Donc la campagne qu'on vient de passer nous en est une illustration assez forte. Mais les prévisions sont plutôt sur des vagues de chaleur dont la fréquence augmenterait de 2 à 3. Donc c'est assez important et c'est quelque chose qui a été révélé cette année avec le phénomène des doubles jet streams, dont on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui est assez important pour la France dans la vision. Et un des derniers éléments qui date cette fois d'un petit peu plus longtemps, puisque c'est une étude qui avait été travaillée en 2011, c'est une aggravation des sécheresses agricoles toute l'année. Donc ça, bien sûr, c'est des sécheresses printanières et estivales, mais ça pourrait être aussi des sécheresses hivernales et qui seront plus marquées pour les territoires au nord de la Loire. Le principe étant que des territoires comme le sud-est de la France, qui sont déjà assez habitués aux sécheresses, ne vont pas connaître tant de changements que ça. Par contre, des territoires au nord de la Loire, comme les Hauts-de-France, qui ont une habitude d'un climat humide, vont avoir des différences très marquées avec des années telles qu'on a pu la connaître aujourd'hui. Donc, c'est assez costaud ce qui nous attend, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un focus sur l'apport que peuvent avoir les biostimulants dans cette lecture du stress hydrique, avec le partenaire l'allemand, dont je vais laisser la parole. Alors, l'Allemand est une société canadienne fondée à la fin du 19e siècle, au départ pour la production de levure,
qui est détenu par la famille Chagnon depuis les années 1950. Donc, l'allemand est un leader mondial dans le développement, la production et la mise en marché de micro-organismes, donc levures et bactéries, ainsi que les dérivés. Aujourd'hui, 5000 salariés au niveau mondial et dans différents business units. Donc, avec Caroline, nous faisons partie du Plant Care, la santé des plantes, et 50 usines et labos répartis dans le monde, avec 31 en levure, 11 en bactéries et 11 labos de recherche. L'allemand, c'est aussi des ingrédients actifs omniprésents dans notre quotidien, puisque nous sommes acteurs sur des solutions probiotiques, environ 600 formules distribuées en pharmacie, mais également les produits laitiers sur l'aspect levure depuis une centaine d'années. Sur les bières, vins et champagne, donc aujourd'hui, il faut savoir que 7 bouteilles de vin sur 10 sont faites avec les levures l'allemand et une bouteille de champagne sur 2. Mais également les spiritueux, une bouteille de scotch whisky sur 3 et les biofuels avec 1 litre sur 2 d'éthanol qui sont faits aux États-Unis. Les missions de l'allemand aujourd'hui, c'est d'utiliser vraiment les connaissances scientifiques et tout le savoir-faire industriel derrière de tous les business units pour formuler vraiment des solutions à base de micro-organismes, donc levures, bactéries et champignons. Aujourd'hui, on sait qu'une racine, c'est un intestin à l'envers où les rhizobactéries sont aussi la microflore intestinale de la plante. Donc, il est important de bien travailler tout ça. Donc, les formulations sont adaptées aux pratiques des agriculteurs et afin d'améliorer cette productivité en culture en conciliant les enjeux économiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui et la durabilité des exploitations. Nous allons maintenant voir la partie gestion des stress sur la plante avec en premier une petite vidéo d'une 30aine de secondes où on va pouvoir apprécier les impacts des stress sur le métabolisme de la plante avec les stress biotiques et les stress abiotiques. Ensuite, nous verrons les moyens pour accroître justement cette tolérance et faire face au stress, notamment hydrique pour la plante. La plante est soumise à différents types de stress. Les stress biotiques et les stress abiotiques. Ces stress impactent le potentiel de rendement jusqu'à 90%. Les stress abiotiques sont à l'origine de la majorité de ces pertes. En conditions optimales, la plante s'alimente en éléments nutritifs et en eau. Ces éléments sont transportés par la sève brute vers les feuilles, organes site de la photosynthèse. La plante utilise alors l'énergie lumineuse, le CO2 et les éléments transportés pour produire des sucres élaborés et de l'oxygène. C'est la photosynthèse. Ces sucres sont ensuite transportés par la sève élaborée vers les sites de croissance, les fruits, les feuilles et les racines. Les cellules du végétal sont en turgescence et fonctionnent normalement. La plante présente un port dressé. En conditions de sécheresse et ou d'excès de température, la plante ferme ses stomates pour limiter les pertes en eau. La circulation des flux hydriques, minéraux et gazeux est ralentie. La photosynthèse est alors perturbée. Au niveau cellulaire, la vacuole se vide de son contenu en eau pour équilibrer le milieu extracellulaire. C'est la plasmolyse. La plante flétrit. En situation d'excès hydrique, le milieu extracellulaire se charge en eau et pour rétablir l'équilibre, la vacuole se remplit. C'est l'hyperturgescence. La pression mécanique sur les parois engendre des micro-fissures. Les alternances climatiques amplifient ce phénomène. Donc, nous venons de voir les stress que peut rencontrer la plante, mais il existe aussi des moyens d'accroître justement cette tolérance. Aujourd'hui, la majorité des plantes cultivées ne sont pas adaptées génétiquement pour faire face à ces stress, mais il existe des leviers, l'irrigation quand cela est possible, le choix variétal, il existe aujourd'hui beaucoup de semences pour faire face à différentes problématiques, la stratégie d'évitement avec des semis précoces ou des plantes en association, mais également le soin des sols, donc avec des travails du sol, l'état de porosité, les taux de matière organique et l'implantation de couverts végétaux. Et enfin, le soin des plantes avec la conduite en fait, de votre culture, l'itinéraire technique choisi. On peut également utiliser certains gènes de perception du stress et différents mécanismes qui vont faire réagir votre plante face à ces stress. Voilà. Et également, utiliser des antioxydants
et des biostimulants, des oligos par voie foliaire et racinaire. Justement, l'Allemand a travaillé la technologie de la glycine bétaïne pour réguler la pression osmotique. Donc, qu'est-ce que la pression osmotique? Cette pression osmotique correspond aux échanges d'eau à l'intérieur de la cellule de la plante qui varient en fonction justement des stress hydriques ou des amplitudes thermiques. Et cette glycine bétaïne, elle est ultra soluble dans l'eau, donc 4 fois plus que la proline qui est un autre osmolyte. On a une sécurité puisqu'il n'y a pas de risque d'altération. Elle est d'origine végétale avec une persistance d'action, translocation de 24 à 48 heures, puis une persistance d'action de 3 à 4 semaines en fonction de la dose que vous allez utiliser. Et systémique, puisqu'on est sur une pénétration foliaire via la cuticule ou racinaire avec une circulation dans l'ensemble de la plante. La glycine bétaïne, donc connue sous le nom d'intracell, c'est un concentré naturel, 100% d'origine végétale, avec une extraction à partir de la betterave sucrière, donc qui est une matière première à la base de beaucoup de process de multiplication des micro-organismes. On arrive à concentrer ce produit à 96% de glycine bétaïne par un procédé non chimique, c'est-à-dire une séparation, une purification et une cristallisation issue de la mélase bétaïne qu'on obtient après la séparation et l'extraction de la betterave sucrière. Merci Mélanie, je vais reprendre la main. Afin d'illustrer le mode d'action de la glycine bétaïne, je vais vous laisser sur une vidéo explicative. Dans la vidéo, on parle de l'Alstim Osmo. C'est le même trait de marque que Intracell, c'est le même produit. Lorsque l'Alstim Osmo est appliqué en pulvérisation foliaire sur la plante, son ingrédient actif, la glycine bétaïne, est transloqué dans les cellules en 24 heures. Ce composé osmoprotecteur régule les équilibres osmotiques de la cellule, limitant les fuites ou les entrées d'eau. Elle favorise la fluidité de la membrane cellulaire et permet alors une meilleure résistance aux pressions mécaniques. L'Alstim Osmo présente une action persistante d'environ 3 à 4 semaines. Afin d'illustrer le mode d'action de ce principe d'osmorégulation, on peut faire une petite expérience que vous pouvez reproduire à la maison. Ici, je l'ai travaillé en amont et c'est tout simple. En fait, il vous faut 4 récipients à base de l'eau. On a de l'intracell ici à gauche et du sel à droite. Vous avez besoin d'une pomme de terre et dans cette pomme de terre, on va couper 4 frites de même longueur et de même calibre, exactement les mêmes frites dans la même pomme de terre. Et il va falloir imaginer que ces frites, ce sont les cellules de nos plantes parce qu'elles vont réagir exactement de la même manière. Ensuite, du coup, dans le premier récipient, tout simplement de l'eau. Et dans le deuxième, on mélange de l'eau et de la glycine bétaïne. Le but de ces 2 premiers récipients, ça va être de créer un stress, un excès d'eau. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, un excès d'eau est aussi un stress pour la plante. Dans le 3e récipient, on ajoute du sel. Du sel, pourquoi? Parce que le sel, qui est tout simplement salé, va faire transpirer notre frite et va faire transpirer notre plante. C'est une mise en situation pour imiter un stress, un coup de chaud, en fait, comme on a pu connaître cet été en pleine. Et ensuite, dans le 4e récipient, on ajoute de la glycine bétaïne et du sel pour reproduire le même que le 3e récipient. Et le but d'ajouter de la glycine bétaïne, c'est de montrer le travail de la glycine bétaïne que va avoir sur la cellule. Ensuite, on place nos frites dans nos 4 solutions. Du coup, l'eau plus la glycine bétaïne, l'eau plus la solution salée, l'eau, la glycine bétaïne et le sel. On attend 60 minutes. Et 60 minutes plus tard, ce qu'on va pouvoir constater, donc dans le premier récipient, ici, la frite qui a été plongée dans l'eau, elle s'est gonflée et elle s'est raffermie. Malheureusement, en vision, on n'a pas le touché, mais si vous étiez là et que vous aurez pu la toucher, vous verrez qu'il y a une tension extrême sur la frite. Et en fait, si on les sort un petit peu, on a même de l'eau qui va couler. Le deuxième récipient, du coup, l'eau plus la glycine bétaïne, ce qui est intéressant à constater, c'est de voir en fait que la frite a gardé son aspect frite. 60 minutes plus tard, la frite n'a pas bougé. Notre 3e modalité, donc la frite dans de l'eau salée. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ma frite elle est devenue toute molle. Ma frite a ramolli. Elle est flexible, je peux la tordre dans tous les sens et elle est prête à se décomposer. Je ne pourrais pas la casser, mais elle est devenue toute moite en fait. Et donc, la 4e modalité, ma frite dans l'eau, dans du sel
et de la glycine bétaïne, eh bien, elle a gardé son aspect frite. La glycine bétaïne a aidé à réguler cette pression osmotique et éviter que la frite, en fait, transpire. Et c'est exactement la même chose qui se passe en pleine avec vos cellules en cas de gros coup de chaud ou en cas de forte hygrométrie. En fait, pour conclure cette expérience, ce qu'on peut regarder, c'est que ici, nos frites de gauche, donc la frite qui était en eau, elle s'est gonflée, enfin la frite qui était dans l'eau, donc celle tout à gauche, elle s'est gonflée. On a une tension extrême sur les parois et il faut imaginer qu'en pleine, notre photosynthèse est perturbée. La plante a reçu trop d'eau, elle ne sait plus quoi en faire et elle a un bug en fait de production et sa croissance se stoppe. À l'inverse, les phytes à droite, donc qui étaient dans le sel, donc pour imiter un coup de chaud, elle s'est vidée de son eau, elle a transpiré. C'est ce qu'on vous montrait dans la vidéo, donc ça s'appelle la plasmolyse. Notre cellule a rétréci et la photosynthèse est aussi à l'arrêt. Notre plante se développe au ralenti. Donc, ce qu'il faut retenir sur la glycine bétaïne, c'est que l'intracelle, la glycine bétaïne, va préserver le métabolisme de la plante, notamment sur la photosynthèse, et la plante va se continuer à se développer, même en concentrant un stress, que ça soit un stress hydrique, donc manque d'eau, ou excès d'eau. Parce que comparé à ce qu'on peut penser, il va faire fort chaud, à peu près comme en ce moment, comme on a connu cet été. Et puis d'un seul coup, on va irriguer ou alors une forte pluie. La cellule va se gonfler en eau et c'est pas forcément bon pour la plante. Elle est stoppée dans sa croissance. Également, l'intracelle en fait, va améliorer la résistance des tissus, tout simplement parce que notre cellule va se gonfler, se dégonfler. On peut avoir des micro-fissures qui vont se générer sur la membrane, et ces micro-fissures sont des portes d'entrée aux pathogènes. Donc, en mettant la glycine bétaïne, qui va réguler la pression osmotique, éviter tous ces à-coups sur la cellule, on va créer moins de portes d'entrée aux pathogènes, donc notre plante sera moins facilement malade. Et le troisième point, en fait, de cette glycine bétaïne, son troisième mode d'action, en fait, c'est un transporteur. C'est-à-dire qu'il va rentrer par les plantes, par les feuilles, il va descendre jusque les racines et il va véhiculer dans la selle. Donc, quand on va l'appliquer avec un oligo ou un fongicide, en fait, on va avoir une meilleure efficacité du produit parce que la plante sera plus apte à recevoir le produit et elle captera mieux ce produit grâce à l'intracelle, à l'association avec l'intracelle. Donc l'intracelle, c'est une poudre soluble qu'on peut mélanger sans problème. C'est un produit qu'on a une dizaine d'années de recul dessus et on n'a jamais bouché un seul pulvé. Vous pouvez le mélanger avec les oligos et les fongicides. Par contre, avec les désherbages, ce n'est pas forcément conseillé. Vous ne boucherez pas votre pulvé, mais le problème, c'est que comme vous allez jouer sur l'action sur la plante, en fait, vous allez aider la plante à mieux passer les stress. Si vous l'associez à un désherbage, forcément, vous allez perdre quelques points de l'efficacité de désherbage et ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Donc, c'est une poudre mouillable au pulvérisateur, qu'on utilise au pulvérisateur et qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Un produit avec une AMM. Donc, comme je le disais, c'est quand même un produit où on a pas mal d'années d'expérience dessus, une dizaine d'années qui est commercialisé. On a plusieurs résultats d'essai, mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un résultat d'essai sur la pomme de terre. Donc, c'est sur la pomme de terre de consommation, la variété amandine. C'est un essai qui a été fait dans la Somme avec le technicien Jérémy Grégor, si certains d'entre vous connaissent, en 2019. Donc, on est sur un précédent céréale à paille, une plantation de pommes de terre qui a été fait mi-mai. Un type de sol, on était sur du limon. Et ce qui est intéressant à voir dans cet essai, c'est que même en système irrigué, parce que l'agriculteur pratique l'irrigation, on va voir dans cet essai que même avec l'irrigation, l'intracelle a un rôle à jouer. Au niveau des modes d'application du coup de la glycine bétaïne, l'agriculteur a continué sa pratique, il a continué son itinéraire culturel. On a juste fait 2 applications de glycine bétaïne. Donc la première à 1 kg au stade crochet et la première 15 jours après. Et en fait, ce qu'on va regarder, ce qui va être intéressant, on a voulu numériser le nombre de tubercules par calibre. Et donc, sur cette variété amandine, cette variété de consommation, ce qu'on va rechercher le plus, c'est le calibre 35-42. Et ici, sur ce calibre, donc qu'on valorise le mieux, on a une augmentation d'1 tonne 900 sur ce calibre. Donc, en bleu, on a le graphique avec l'intracelle et en gris, les bâtonnets sont le témoin. Donc, on augmente nos tubercules en calibre 35-42 de 19%, qui est quand même significatif. Et ensuite, sur ce graphique-là, on a la répartition du rendement global à la parcelle. Et donc, tout calibre confondu, on augmente notre rendement ici de 4 tonnes de sang à l'hectare. 4 tonnes de sang avec 2 passages d'intracelle au total du coup 2 kg. Au prix de la pomme de terre aujourd'hui, je pense que le produit est largement payé et le coût d'application également.
Donc toujours ici avec notre une tonne 900 de notre calibre de 35-42 qui sera le mieux valorisé. Et donc sur cette année 2019, ce qu'on avait constaté avec le Technico à l'époque, c'est que les applications d'Intracell ont permis d'éviter les coups de chaud qu'on avait connus en mi-juin et donc l'avortement de certains tubercules, ce qu'on peut retrouver dans le témoin en fait. Cette augmentation de cette augmentation de rendement avec l'Intracell s'explique grâce au nombre de tubercules qu'on a pu gagner. Voilà. Et au champ, on voyait aussi en fait un effet beaucoup plus vert et plus dense de la végétation dans la partie traitée. Ensuite, ce qu'on a regardé toujours sur ce même essai, c'est la qualité de peau. Donc en fait, on a 2 caisses là de pommes de terre, ici à droite avec Intracell et on a regardé ce qui se passait donc en décembre. C'est des prélèvements qui ont été faits mi-décembre, donc après stockage et arrachage. Et ce qu'on peut remarquer, c'est vraiment au niveau de la qualité de peau, c'est visuel. On a une meilleure qualité de peau dans la partie traitée avec Intracell. La pomme de terre a moins subi tous les coups de stockage et les coups d'arrachage. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la main du coup à un agriculteur utilisateur, Thomas. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas d'Outreluigne, effectivement. Je suis agriculteur dans le nord de la France, plutôt dans le sud des Hauts-de-France. Voilà, c'est le RLD Noval, c'est basé dans le sud de l'Oise. Je suis en bordure de la Seine-et-Marne, au nord-est de Paris. Je suis sur l'exploitation depuis 2019, pardon, avec mon père. Mon père est en fin de carrière, disons, donc il a pour but de transmettre l'exploitation. Et puis donc moi je reprends avec des projets un peu innovants et toujours une superficie moyenne en termes de grande culture, donc autour de 300 hectares. Donc on a 2 hectares de poiriers historiques et un peu de cassis et de groseilles nouvellement implantés. Type de sol, on est surtout sur des limons argileux assez profonds. Et on a un tiers de l'exploitation qui sont en vallée de l'Ourcq, et donc des terres beaucoup plus limitantes, beaucoup plus superficielles. Sur la conduite de l'exploitation, j'ai une grande partie traditionnelle avec du labour et une technique de déchômage classique, et je m'essaye au semi-direct sur une partie de l'exploitation. Donc c'est aussi notamment dans ce contexte-là que j'intègre les produits allemands. Et en termes de culture, céréales, donc pois, betteraves sucrières, colza, des pois protéagineux pour roquettes, et plein d'autres choses, et du maïs un petit peu. Et donc ensuite, en termes de commercialisation, disons que je commercialise aux coopératives ou aux négociants du coin. Et je suis à Tereos. Bon, voilà, sur l'exploitation, moi, ça fait depuis 2019 que je suis revenu sur l'exploitation. On utilisait les produits allemands et notamment l'Intracell depuis 2 ans auparavant, donc ça fait à peu près 5 ans qu'on l'utilise. En 2020, on l'a généralisé en termes d'utilisation. Il faut savoir que moi, je l'utilise principalement sur céréales à paille, pois et colza. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que j'ai vu les résultats les plus probants. Sur des cultures d'été comme de la betterave, la bétaïne est issue de la betterave, donc ça me semble moins pertinent. Par contre, encadrer des floraisons de colza ou de pois, qui sont des cultures où l'enjeu rendement se fait en partie là, ça m'intéressait. Et ça m'intéressait aussi de l'associer avec des oligo-éléments, parce qu'on voit pas mal sur le marché des oligo-éléments additivés avec des algues et ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un produit un peu plus pur. Donc, la glycine bétaïne dans l'Intracell, d'après ce que j'ai compris, elle est à 96%. Et donc, je l'associe avec des oligo-éléments ou avec des fongicides parce que je pense que ça améliore la systémie. En tout cas, on m'en a parlé. Et moi, je suis en bas volume depuis une dizaine d'années. Mon père avait fait cette démarche-là. On est à 40 litres hectares en pulvérisation en fongicides. Et améliorer la systémie des fongicides et encadrer les floraisons, ça m'intéresse. Voilà. Dans la projection, c'est de l'utiliser voilà, un petit peu plus sur céréales, peut-être des orges de printemps. Cette année, nous, on a eu une année assez stressante. Dans les petites terres, les orges de printemps sortent à des rendements qui sont de 6 tonnes hectares, ce qui n'est pas très satisfaisant vu les investissements. Et donc, je pense que l'utiliser un petit peu plus dans ces terres-là.
et notamment sur des céréales de printemps. Pour parler de mon historique, je m'étais noté quelque chose. Donc en 2020, on a généralisé l'utilisation de l'intracell parce que on a augmenté, je pense, sur céréales à paille autour de 10% le rendement, étant donné que c'était une année assez stressante. Voilà, pour ce que je pouvais en dire de mon utilisation d'intracell. Du coup, merci Thomas pour cette intervention. Ici, sur cette diaporama, vous pouvez trouver nos contacts et nos numéros de téléphone. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à les noter. On est disponible, on peut vous pouvez nous appeler si vous avez d'autres questions. Comme je le disais, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup de résultats d'essai dans la pomme de terre. C'est un produit qu'on peut utiliser sur tout ce qui est arbo, maraîchage, grande culture. Ça passe vraiment sur toute culture. On a plusieurs créneaux, donc avec plusieurs doses différentes. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser la main à Philippe. On souhaitait revenir avec un mot de conclusion pour rassembler et prendre un peu de hauteur sur ce qui vous a été présenté. Le premier point que j'avais abordé avec vous, c'est que on ne sait pas tout ce qui va se passer sur le changement climatique, mais on commence à avoir quand même une certaine idée des trajectoires sur lesquelles on s'oriente. Et clairement, la gestion des tresses hydriques, ça va devenir un des enjeux prédominants, voire peut-être l'enjeu prédominant dans les années à venir, même en Hauts-de-France. Des fois, on sait qu'on a une région qui tamponne le changement climatique, mais même chez nous, ça s'annonce costaud, et même en système irrigué. La question du stress hydrique, elle est pour les systèmes non irrigués, mais elle le sera aussi pour les systèmes irrigués, apporter 25 mm d'un coup et puis laisser ensuite une semaine avec des températures très élevées. C'est aussi du stress pour les plantes. Premier point. Le deuxième, c'est que les biostimulants dans leur ensemble, par leurs différents modes d'action, aujourd'hui on a fait un focus sur un des biostimulants, mais les biostimulants dans leur ensemble, ils peuvent permettre aux cultures de mieux absorber les stress hydriques en agissant sur plusieurs leviers. Et là encore, comme vous l'a redit aussi Thomas, c'est les biostimulants dans des pratiques, dans des contextes. C'est ce qu'on essaie de travailler avec nos partenaires et nos équipes sur le terrain pour mieux comprendre quel type de biostimulants et comment ils peuvent s'intégrer au mieux dans les pratiques chez un agriculteur. Le focus aujourd'hui était sur la glycine bétaïne avec l'intracell. Donc, ce produit concentré et avec son mode de fabrication particulier, il s'avère à la fois efficace et pérenne sur un processus important qui est la régulation osmotique au niveau des cellules et qui permet à la plante d'être plus efficace dans l'usage agronomique de l'eau. Usage de l'eau qui, vous savez, est en plus sous les feux de la rampe cet été, dont on va nous questionner de plus en plus dans le monde agricole sur comment est-ce qu'on réfléchit à cet usage de l'eau. Le point suivant, c'est celui que vous a dit Thomas et qu'on connaissait assez bien chez nous, c'est-à-dire que l'intracell, on l'utilise chez Carré depuis presque une dizaine d'années. On connaît bien son rôle d'accompagnement en protection fongicide pour limiter le stress, en particulier sur céréales. Et aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de voir avec ce produit qu'on connaît bien, comment il peut nous aider aussi à limiter l'impact des stress hydriques sur le rendement et la qualité des cultures, et en particulier sur la pomme de terre. Et à ce titre, on va disposer cet automne de résultats d'essais, je pense, intéressants sur l'utilisation d'intracell, mais aussi d'autres biostimulants en pommes de terre, en système irrigué et non irrigué. Je fais une petite illustration. Ça, c'est notre photo en vue aérienne de la plateforme micro-irrigation pommes de terre qu'on a mis en place cette année avec nos équipes, donc notamment David Vandenberg, notre responsable expérimentation, et Léon Desmith, qui est un apprenti qui était avec nous spécifiquement sur ce sujet, avec pas mal de modalités en pommes de terre et en haricots. Les haricots ont été récoltés, je fais un petit teasing, mais on a des différences très significatives, et les pommes de terre, il y aura aussi des différences significatives, c'est sûr, et elles seront récoltées d'ici une quinzaine de jours. Donc on aura cet automne des résultats intéressants à vous proposer sur ce sujet de gestion du stress hydrique et des performances agronomiques, avec l'apport de pratiques, de techniques d'irrigation et l'apport de produits tels que les biostimulants. Juste vous rappeler que sur toutes ces questions, vous avez près de chez vous des équipes de techniciens carrés qui sont formés à votre écoute, et les équipes de la ferme pilote
dont j'ai la chance de m'occuper avec nos partenaires pour vous accompagner sur toutes ces réflexions, expérimentation, formation, pédagogie. Et justement, Maude va vous dire un petit mot sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Donc, comme le disait Philippe, donc, avec le groupe Carré, vous pouvez vous former en continu tout au long de l'année. Donc, avec ces nouvelles web-séries qu'on est en train de lancer, que vous pourrez retrouver en replay sur YouTube. Le prochain épisode donc, sera fin septembre. Ce ne sera pas sur les biostimulants, mais plutôt sur un nouvel OAD qu'on appelle IGO de la startup Alvi. Donc, c'est un capteur qui se positionne sur votre pulvérisateur et qui vous aide à à trouver le meilleur créneau météo pour aller pulvériser en fonction de la culture, de votre culture, du produit que vous voulez mettre, de la dose, qui vous aide également en fonction du créneau choisi à moduler votre dose. Et pour finir, il va tracer en temps réel l'hygrométrie et la température de la parcelle que vous êtes en train de traiter pour vous aider à voir comment la météo évolue et prendre les bonnes décisions, savoir si vous pouvez continuer à traiter ou si les conditions se seront trop dégradées pour continuer. On est également en train de préparer notre catalogue de formation donc pour le prochain automne et hiver donc 2022-2023 où vous pourrez retrouver tout le programme qu'on vous propose, que ce soit les webinaires comme celui-ci, les formations carré performance où on vous accueille généralement sur la ferme pilote ou dans un de vos silos sur une demi-journée, avec notamment une partie terrain, et après les formations qui durent plus 7 heures, donc sur une journée complète. Prochain événement aussi sur la ferme pilote, donc la restitution d'Experts Céréales qui aura lieu le 15 septembre donc à Gouy-sous-Bologne à 14 heures. Donc Experts Céréales, c'est notre enquête sur les coûts de production en céréales. Donc c'est la 5e année qu'on l'a faite. Cette année, il y a 40 agriculteurs qui ont participé, donc pour un total de 146 parcelles. Donc nous, on a calculé pour chacune de ces parcelles le coût de production, que ce soit en blé, en orge ou en colza. Donc vous voyez, l'année dernière, le coût de production moyen était de 146 € à la tonne, en 2020 à 113 €. Donc si vous voulez savoir le coût de production moyen de cette année, on vous attend le 15 septembre. Il y aura notamment un bilan de campagne qui sera fait par David Boucher, donc notre coach en agronomie. Et on aura aussi un point sur les marchés céréales par Jean, donc le responsable du service céréales, et un point sur les engrais par Gérard, donc notre chef marché engrais. Bien, écoutez, le webinaire se termine. On remercie d'ores et déjà tous nos intervenants. Donc, Mélanie, Caroline et Thomas pour la préparation et la réalisation. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez activer vos micros pour nous les poser de vive voix ou alors utiliser le chat et on sera ravis d'y répondre. Un ordre d'idée d'investissement pour l'intracell quand on fait 2 fois 1 kilo comme vous le préconisez à l'hectare, ça ramène, à peu près à quel coût hectare? 1 kilo, on est environ entre 25 et 30 € de l'hectare, approximativement. Donc à 2 kilos, on est sur entre 50 et 60 € de l'hectare. Et par rapport au cahier des charges des différents industriels, quand on est en industrie, c'est des produits qui ne posent pas de problème par rapport au listing parce que ça soit en haricots ou que ça soit dans toutes les cultures, il faut que c'est l'agrément des usines. Vous l'avez? Oui, on l'a et ça ne pose absolument pas de problème. Après, c'est un produit naturel issu de la vinasse de betterave. On ne ramène pas de matière active à proprement dit sur la parcelle. Donc, pas de souci, on travaille un peu avec Bonduel et tout ce genre d'usine. Surpoids, haricots, ça marche très bien. Moi, j'en profite pour vous interroger, Monsieur Delacamp, c'est un produit que vous connaissiez déjà ou pas du tout? Vous le découvrez aujourd'hui? J'ai travaillé des produits qui est dits un peu similaires, mais je pense que l'approche que vous avez par rapport à l'irrigation, elle est tout à fait pertinente parce que il faut pas se voiler la face. Dans les années à venir, même ceux qui ont des quotas d'eau, les quotas d'eau ou les limitations vont arriver et il faudra faire aussi bien avec beaucoup moins. Donc, en fait, il faut dès maintenant trouver. Alors, il y a un point qui est quand même important, qui est peut-être à vérifier, c'est la réponse que peut avoir votre produit par rapport aux variétés. Parce que je pense qu'il y a des variétés qui, déjà naturellement, résistent très bien au stress hydrique. Et je pense qu'il y a des variétés
des types, surtout pour des chips ou n'importe quoi, qui, à mon avis, amènerait encore une valorisation beaucoup plus importante. On n'a parlé que d'amandine tout à l'heure, mais c'est vrai que dans l'approche, en fait, je suis persuadé que ce genre de produit, suivant des variétés, sur des variétés très sensibles au stress hydrique, là, à mon avis, ça doit rentrer même en irrigué dans la stratégie. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'on a aussi un vrai problème d'ensoleillement. On le voit cette année, quand on a des températures très très chaudes et que vous irriguez, l'irrigation amène des phénomènes de brûlure sur les feuilles et en fait, votre temps d'irrigation, il est non seulement limité par le quota d'eau disponible sur l'exploitation, mais sur aussi les quantités que vous pouvez appliquer dans de bonnes conditions sur vos plantes. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut trouver des alliés qui permettent de tamponner un petit peu le stress hydrique. Exactement, et merci pour votre approche, vous avez tout résumé. Après, c'est vrai qu'on l'a remarqué en pomme de terre, en fonction des variétés, on a une différence qui n'est pas forcément significative, et puis c'est aussi en fonction de l'année, en fonction de toutes les années sont différentes. Après, sur ce créneau, l'irrigation, c'est ce qu'on montrait dans l'essai, hein, même en système irrigué, l'intracelle a un rôle à jouer pour cette régulation osmotique et ce principe de gonflement des cellules et rétrécissement de la cellule quand la plante transpire, tout simplement, on appelle ça la plasmolyse et la turgescence, et on régule ce phénomène, en fait. Et je permets d'intervenir là-dessus parce que vous parlez de la pomme de terre. On a un créneau aussi qui s'est développé depuis 1-2 ans, depuis l'arrêt du CIPC. En fait, c'est l'association de l'intracelle avec l'hydrazine maléique, donc le Fasor ou l'Itcan. Ouais. Et on remarque que quand on l'associe, donc c'est le même principe que par exemple comme par les tomates en céréales, on a une meilleure assimilation de l'hydrazine maléique par la pomme de terre, de la plante pour la pomme de terre, et à la récolte, on retrouve plus de concentration d'hydrazine maléique au stockage. Donc des pommes de terre qui vont tenir mieux au stockage, forcément. Ça voudrait dire qu'on pourrait diminuer dans des conditions l'apport d'hydrazine maléique aussi. Vous avez essayé ou pas? Non, mais vous savez, aujourd'hui. C'est un essai, c'est un essai qu'on a fait sur la ferme pilote, effectivement, de voir l'apport l'apport de l'intracelle pour favoriser l'hydrazine maléique. Donc on avait fait ce type de test. Après, on l'a fait sur une campagne, donc campagne 2020-2021. Et on a vu que effectivement l'intracelle permettait aux tubercules de mieux fixer l'hydrazine maléique. Maintenant, on n'a pas eu suffisamment de modalités pour savoir si c'était suffisant pour réduire les quantités associées. Et en plus, sur une campagne, donc comme vous savez, l'hydrazine maléique, c'est quand même très dépendant des conditions d'application et des conditions de fin de récolte. Donc il faudrait qu'on continue à creuser ce sujet. Non, mais c'est parce que justement, cette année, quand on regarde le cas de l'hydrazine maléique, en fait, on se rend compte qu'il n'y a eu que 20% des parcelles qui devaient être traitées en hydrazine maléique qui l'ont été, parce qu'on n'a jamais eu le bon créneau météo pour pouvoir le faire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est parce que moi, le premier, hein, j'ai tout mon stock d'hydrazine maléique dans mon bâtiment phyto, et j'ai une variété qui, c'est une bombe en termes de germination à rentrer en stockage. Donc, je vais vous dire, si vous avez, si ça permet et on sait que l'hydrazine maléique, à des moments où on les applique dans des terres un peu légères comme on peut avoir, on a un effet sur la végétation qui fait que 4 jours après, on voit que ça a tassé la végétation. Donc, quand je vous pose la question de réduire la dose avec la même efficacité, c'est d'une part le côté économique, mais c'est aussi le côté agronomique. Parce que si vous êtes avec je pense à une variété type Innovator, là vous voyez que vous avez appliqué votre hydrazine maléique même dans des conditions qui n'étaient pas trop mauvaises. 5 jours après, votre végétation, elle en a pris un gros coup sur la casquette, quoi. Aujourd'hui, l'allemand, on ne préconise pas la réduction d'hydrazine maléique. On ajoute l'intracelle en plus pour avoir une meilleure efficacité du produit. Voilà. On n'a pas assez de recul pour dire on diminue significativement la dose d'hydrazine maléique. Pas du tout. Oui, non, mais c'est tout à votre honneur. Hein. Non, mais moi, j'aime mieux connaître les applications et les limites de l'application plutôt que
de dire j'ai essayé alors qu'on n'a pas essayé. Hein. Ça me gêne pas. Mais je pense que dans des variétés type Innovator, justement, où on peut avoir des problèmes à la tubérisation et tout ça, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, le choix variétal est important, parce que nous, on l'a vu dans des variétés, vous avez des variétés en frites qui absorbent beaucoup mieux les coups de chaud et tout ça. Bon, cette année, c'est exceptionnel, mais d'une façon générale, qui ont une capacité à absorber le coup de chaud assez importante naturellement, et d'autres qui l'ont beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que le fléchage, quand je vous disais, quand je vois le coût, en fait, l'enjeu coût, utilisation et impact, c'est un investissement qui peut être, à mon avis, intéressant, quoi. Après, en légumes, alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Le vrai problème, c'est qu'à chaque fois qu'on investit de l'argent et que c'est rentable, c'est l'industriel qui le pique. Donc, euh, il augmente, il en profite, il dit ah bah non, mais ça, ce produit-là, on vous a pas dit de le mettre. Ouais, bon, vous l'avez mis, mais moi, en attendant, il a un coût, on en tient compte, quoi. Mais ça, c'est pas un problème ni de Karen, et c'est les relations qu'il peut y avoir entre l'industriel et les agriculteurs. C'est donc aux OP de faire leur travail. Et je rebondis là-dessus parce que vous parliez de poids tout à l'heure. Et en fait, j'ai une petite anecdote. Je l'ai fait tester à un agriculteur dans le secteur des Trémonts cette année. Donc, un agriculteur qui n'était pas forcément convaincu, mais il voulait le tester. Et en fait, dans sa parcelle, un endroit avec sa rampe de cuvée, elle était en pointe. En fait, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et les pois ont cramé alors que la partie traitée avec un tracelle est restée verte. Et il m'a appelé tout content en disant ah, Mademoiselle Vorlap, faut venir voir, c'est magique. Enfin, il était vraiment ravi du produit. Et c'est vrai que sur pois, on a vraiment cet effet vert qui va rester plus longtemps. En fait, le feuillage va moins prendre le coup de chaud et va vraiment rester vert. Et c'est à tracer au couteau, quoi. Oui. Bonduel l'a mesuré, hein, parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez en nombre de degrés jour important, ils savent vous dire exactement l'impact sur le rendement. Hein. De tête, ça avait été présenté dans des OP il y a 4 ou 5 ans. Dès que vous avez une journée ou plus de 4 jours de poids à plus de 20 degrés jour, alors c'est-à-dire que la nuit, en fait, il fait encore très chaud, bah, vous avez à chaque jour supplémentaire quasiment une perte de l'ordre de 3 à 4 % de rendement à chaque fois, à chaque jour. Bah, ça va vite, hein, 3 à 4 %. Hein. Donc vous vous retrouvez, en fait, s'il y a des choses qui tamponnent, si on peut ne serait-ce que dégrader 4 ou 5 % ou 8 % le rendement, bah, le retour sur investissement, il est tout de suite. Hein. Et vous êtes basé dans quel secteur, hein, si c'est pas indiscret? Lent. D'accord, ok. On Vous est à travaillez essentiellement avec Bonduel? Oui. Il y a, bah après, à mon avis, il y a une culture sur laquelle vous devriez regarder. Je ne sais pas si vous avez le recul, c'est les oignons. On travaille pas mal en oignons, notamment avec l'intracelle et deux autres produits qu'on a à la gamme, un champignon qui va faire tout ce qui est fonte de semis et un activateur racinaire, en fait, un biostimulant qui s'appelle le RISP, un bacillus qui va aider la plante à la germination, en fait, qui a un effet starter. Sur des oignons, avec la cuticule cireuse, votre produit il rentre sans trop de problèmes? Avec l'intracelle? Ouais. Honnêtement, en oignon sur intracelle, on n'a pas énormément de recul. Ce qu'on va faire le plus, ça s'appelle le prestop, donc le champignon et le rice pea. Après, les oignons, c'est vrai que le créneau intracelle, on ne l'a pas forcément poussé et pas forcément développé. Pour être honnête, hein, je ne peux pas répondre à votre question, je ne vais pas vous inventer quelque chose parce qu'on n'a pas forcément le recul sur l'oignon. Vous faites de l'oignon chez vous? Bah, nous, moi, j'en ai fait, j'en fais plus parce que pour des problèmes de désherbage, on avait des vrais problèmes de désherbage, en fait, des impasses. Mais sinon, oui, on en faisait. Et on a surtout un industriel avec Sodeleg à notre porte qui en fait quand même des grosses quantités. Donc, qui en fait en irrigué et en non irrigué. C'est pour ça que je vous pose la question.
Et ces questions-là, on les prend parce que dans le cadre de l'association Ecofit, on a la chance de travailler avec à la fois Bonduelle et à la fois Sodelec. Et donc, ça sera courant du mois d'octobre, début novembre. On réunira l'ensemble des partenaires pour réfléchir ensemble sur les problématiques d'essais, d'expérimentation qu'on souhaite mener en commun. Et ces questions-là seront reposées parce que jusqu'à présent, on était beaucoup on est toujours sur les protocoles pour voir les réductions de doses qu'on peut accompagner chez les agriculteurs, notamment qui partent sur une démarche HVE. Mais on va renforcer l'impact gestion des stress abiotiques et notamment du stress hydrique. Et j'ai bien noté ces questions-là à poser à nos partenaires, voire en axe de travail commun sur la campagne qui vient. Et après, pourquoi aujourd'hui c'est aussi une question d'actualité? Parce que pour vous donner un ordre d'idée, les coûts d'électricité sur une exploitation où on était à 50 ou 60 euros le mégawatt, on va passer à 600, 800. La pompe d'irrigation, elle ne va pas démarrer de la même manière, hein. C'est aussi, on va peut-être, d'ailleurs, l'agriculture va certainement faire un machine arrière, c'est-à-dire qu'on était tous partis de diesel pour s'équiper en électrique, et on va repartir avec une irrigation qui va marcher à partir de groupe diesel parce qu'on sera peut-être plus compétitif en diesel qu'en électrique. Mais bon, le temps que les politiques s'en rendent compte, ça fera vivre le commerce. Non, écoutez, moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'était très intéressant d'écouter ces remarques-là, et je pense que c'est vrai que il y a, à mon avis, une interrogation certaine par rapport à cette gestion de l'eau qui est importante. Après, on met l'accent sur des produits, mais je pense qu'il y a aussi le variétal qui est très, très important dans les solutions d'alternatives. En tout cas, dans certaines cultures légumières, le variétal est prédominant, quoi. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on expliquait à un moment dans les diapos présentées par Mélanie, que le choix variétal était un critère. Et puis après, c'est vrai que nos produits arrivent après en amont dans l'itinéraire culturel pour essayer justement du coup de réguler cette pression osmotique et toutes ces contraintes par rapport à l'eau. Et le message qu'on voulait vraiment faire passer, c'était de se dire qu'il n'y a pas que les coups de chaud et quand il fait la canicule qu'on a connue par exemple cet été qui peuvent être un stress pour la plante, un excès d'eau peut aussi être un stress pour la plante et pour la cellule. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Delacour. Merci pour cet échange. Ouais. C'était l'objet. On espère qu'ils seront aussi riches et puis un peu plus nombreux pour les prochains épisodes dont vous a parlé Maud, avec des partenaires notamment qui étaient à l'écoute et autour de table. Donc, merci en tout cas à toutes les équipes l'allemand pour ce premier épisode Web Série Carré. Merci à Maud pour l'organisation. Et puis, on vous dit à très bientôt en direct et en replay. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.